Yo les trashers. Quand je me balade sur nos commentaires YouTube, on voit souvent des PPDO, Aizen ou Doflamingo. Sûrement pour montrer qu'ils sont sombres et charismatiques, sauf que c'est toujours les mêmes personnages qu'on voit. Okamarine Suzuki. Mais il y a des méchants dans le manga encore plus incroyables, mais qu'on ne voit jamais. Alors, à la fin de cette vidéo, je veux que vous puissiez changer vos avatars avec de vrais persos stylés. C'est 7 méchants de manga sous-cotés. Baggy le Clown. Je ne vais pas présenter One Piece. Une histoire de pirates, le manga le plus vendu au monde et surtout des méchants iconiques. Mais vous avez tous oublié Baggy le Clown, un personnage important dans le récit. Le personnage favori de l'auteur lui-même, Eiichiro Oda. Alors certes, niveau design, on est loin du Joker ou d'Hisoka en termes de méchant clown diabolique. Quoique, son premier look par l'auteur était plutôt sombre. Zoro lui-même devait originellement faire partie de son équipage avant de se faire recruter par Luffy. C'est dire à quel point le perso devait être badass dès le départ. Baggy a fait un tas de trucs stylés. C'est le premier vrai méchant que combat Luffy, mais sur lequel il galère un minimum. D'ailleurs, à la Hawktown, il était vraiment à 2 doigts de tuer Luffy, la seule fois où Luffy dira adieu à son équipage. Aussi, il défonce un petit chien et brûle sa maison alors que c'était le dernier souvenir de son maître mort. Et faut vraiment être un gros FDP pour faire du mal au clone de Milou. Baggy le Clown était dans l'équipage de Goldie Roger, le roi des pirates. C'était le poteau, le fraté de Shanks le Roux, un fucking empereur quand même. Shanks lui-même avait proposé un poste sur ses navires que Baggy a refusé par honneur. Et enfin, c'est lui qui sauve Luffy à Impel Down en évitant les coups de l'amiral Akainu. Et puis son fruit du démon, parlons-en. Il peut décomposer son corps en morceaux. Au maximum de ses capacités, il pourrait devenir aussi fin que de la poussière, faire des attaques et infiltrations redoutables. Pour finir, je dois vous rappeler qu'il est à l'origine d'un des plus grands mystères de One Piece, le trésor du capitaine John. Il en parle depuis le début du manga. Il reconnaît le bracelet que Luffy a récupéré sur l'île de Moria et il sait que c'est la clé d'un trésor qu'on ne connaît toujours pas. Avec ça, et maintenant que Baggy est un Chichibukai, vous en entendrez encore parler de ce personnage légendaire. Piccolo. Dragon Ball Z n'a pas vraiment de méchants sous-côté. Freezer, Cell, comme Boo font partie d'un trio légendaire. Mais avant DBZ, il y a eu Dragon Ball. Et on a tous oublié à quel point il y avait des méchants stylés. Je me souviens de la peur que m'inspirait Tao Pai Pai qui se déplaçait carrément en lançant des piliers en rotation autour de la Terre. Et puis, il y a eu un ennemi, différent des autres, Piccolo Daimao. Il naît quand le dieu de la terre décida de se séparer de sa part d'ombre. Il est le mal absolu. Mais il a déjà été vaincu par Mutaito, le maître de Tortue Géniale, enfermé avec la technique du Mafuba dans un autocuiseur. Quand il se réveille, il n'a plus qu'un seul rêve, retrouver sa jeunesse, une jeunesse éternelle. Il va générer plusieurs démons, dont Tambourine qui tuera de nombreux personnages auxquels on s'est attaché. Et si tout le monde se souvient de la mort de Krillin face à Freezer, sa première mort, c'est face à lui. Goku fait pour la première fois face à la mort d'un proche. Et ça s'enchaîne. Piccolo tue Tortue Géniale, Piccolo tue Chaozu, Piccolo arrive à invoquer les 7 boules de cristal, exauce son vœu et tue le dragon Shenron, rendant définitive la mort de tous nos amis. Enfin, Piccolo défonce et laisse pour mort Sangoku. Jamais dans Dragon Ball la situation ne fut aussi désespérée. Et quand après un nouveau long combat, Goku, au sol, n'a plus qu'une main pour se battre, on se dit jusqu'au bout que la Terre est foutue. Pourtant, miracle, Goku le transperce. Mais c'était trop beau pour être vrai. Piccolo Daimao pond un dernier œuf avant de mourir, laissant le destin de la Terre encore en suspens. Ça sera pourtant la naissance du Piccolo qu'on connaît, un personnage emblématique qui suit Goku encore aujourd'hui. Malheureusement, il n'arrivera jamais à rattraper le retard de puissance qui se creuse. Et c'est dommage de voir un perso aussi stylé au fil des années, relégué au second plan. En plus, Toriyama a officialisé la fusion entre Piccolo et Krillin et bordel le déshonneur jusqu'au bout. Kira Yoshikage,
Jojo Bizarre Adventure est un manga légendaire et son méchant iconique c'est Dio. Impossible de faire mieux. Il avait fini premier de notre classement des meilleurs méchants ever. Et pourtant, je crois que Kira est mon vrai méchant favori. Il apparaît dans la partie 4, une saison sous forme d'enquête policière. Un arc différent, très calme comparé au précédent qui enchaînait baston, Jojo pose et ennemis surpuissants. Là, tout se passe à échelle humaine. L'ennemi principal est un simple employé de bureau. Son rêve ? Vivre une vie tranquille, ordinaire, aussi calme qu'une plante. Sauf que sa passion dans la vie, c'est de tuer des femmes au hasard, garder leurs mains tranchées par pur fétichisme et collectionner ses propres ongles coupés. Tout ça de façon très froide, très ordonnée, pire qu'Hannibal Lecter. Mais comment peut-on aimer un personnage pareil ? Il est là, le tour de génie. C'est que l'arc entier est moins tourné sur les héros que sur les pensées de Kira. On le voit au quotidien, galérer à maintenir sa petite vie tranquille, tandis que les héros, c'est limite eux les méchants qui viennent essayer de lui gâcher sa journée. En plus, le look du personnage est inspiré de David Bowie. Son amour des chats est le même que celui de Freddie Mercury. Et enfin son stand Skyler Queen est probablement un des plus stylés de la série. Il peut transformer en bombe tous les objets qu'il touche, télécommander une bombe indestructible et remonter dans le temps. Imaginez tout ce que vous pourriez faire avec un stand pareil. Kira est un vrai anti-héros. On finit par oublier ses mauvaises actions et espérer qu'il gagne. Il galère, il trouve des solutions, on s'en sort in extremis. Mais à la fin, quand vient l'horrible dénouement, on a un goût amer, comme si la victoire avait été une défaite. Zabuza. Si Naruto possède pléthore d'ennemis stylés, beaucoup ont totalement disparu de votre mémoire. Genre les 4 ninjas du pays du son, ceux qui aident Orochimaru à assassiner le 3e Hokage et qui kidnappent Sasuke, avant de tous se faire tuer de façon bien affreuse d'ailleurs. Il y a aussi certains membres de la Katsuki qu'on a oubliés, Kazuku et ses fils ou Hidan, le mec immortel qui a encore sa tête enterrée vivante au milieu de la forêt. Triste destin. Mais c'est pas de cela dont je vais vous parler. C'est plutôt d'un personnage dont vous vous souvenez, mais dont vous avez oublié la force et l'importance, Zabuza. Le premier vrai ennemi du manga. Il apparaît au chapitre 10 en mode posé, avec sa grosse épée, et on comprend vite au visage inquiet de Kakashi que ce n'est pas un petit joueur. Il fait partie des 7 épéistes légendaires du monde de Naruto. Il est capable de créer des clones à queue, contrôler l'eau ou aveugler ses adversaires avec du brouillard. Et Kakashi va grave en chier face à lui. Or, Kakashi, c'est pas n'importe qui. Il galère presque autant contre Zabuza que contre les boss de fin. Et c'est normal, quand on regarde le databook officiel, Zabuza a un score de puissance de 30.5. Un ninja de base est à 10, Itachi et Jiraiya sont à 35.5. Autant vous dire qu'il était super balèze. En plus, l'histoire de Zabuza est tragique. Un enfant ayant tué tous les élèves de son école, un coup d'état raté et la conviction qu'il n'est qu'un chien de guerre, une arme que l'on peut monnayer. C'est pour ça qu'il adoptera un enfant abandonné dans la rue. Il en fera son disciple car il aura vu dans ses yeux ceux d'un chien lassé de vivre. Un duo légendaire, mais qui en finira là. Kakashi tuera ce fils adoptif qui tentera de protéger son père spirituel. Pas de larmes, pas d'émotion, Kakashi cassera les 2 bras du forcené, il continuera à se battre, et quand un patron véreux piétinera le visage de son fils, Zabuza dans ses derniers moments va s'élancer contre une centaine de ninjas avec un seul kunai en bouche. Transpercé d'une centaine de lames, il finira sa course en décapitant son employeur. Et il mourra, là, aux côtés de son compagnon, souhaitant dans ses dernières paroles le rejoindre au paradis. Mais il le sait, c'est impossible. Pour un démon tel que lui, sa dernière destination, c'est l'enfer. Pierrot le fou. Avec le temps, on a tendance à oublier à quel point Cowboy Bebop était génial. On se souvient de la confrontation finale contre Vicious, du jazz endiablé de l'intro.
Et pourtant, en faisant cette vidéo, j'ai retrouvé un épisode qui m'avait captivé quand j'étais plus jeune, celui de Pierrot le Fou. Un seul épisode, une seule histoire, sans but, sans fil rouge. Juste Spike qui se balade dans la nuit et tombe nez à nez avec Pierrot le Fou. Pas de chance, le personnage est dingue. Il ne dit rien, mais quand il prend quelqu'un pour cible, il va le traquer jusqu'à la mort. C'est ça, la totalité de l'épisode. Le chasseur de primes Spike, maintenant traqué, hanté par son rire. Un personnage surarmé, surpuissant, capable de dévier les balles et de voler. Cowboy Bebop, qui se veut réaliste, plonge dans la fantaisie la plus complète. Et c'est la peur qu'on lira sur le visage de Spike tout le long de l'épisode. Les deux faiblesses de Pierrot le Fou, heureusement, c'est la peur des chats et un équilibre mental instable. C'est ce qui le conduira à sa perte. Blessé, ressentant la douleur comme la première fois d'un enfant, il fondra en larmes, hurlant à l'aide d'une mère qu'il n'a plus. La réalisation de cet épisode est formidable. Un méchant dont un épisode de Batman aurait pu rêver. Et je suis maintenant content de pouvoir expliquer ce qui m'avait plus jeune, autant troublé. Man, I hate theme parks. Pegasus. Plus jeune, j'étais un énorme fan de Yu-Gi-Oh! Sauf qu'on a retenu de la série seulement deux méchants bien badass, Kaiba et Marek. Pourtant, il y en a un qu'on ne voit jamais en PP Twitter alors qu'il pesait un max, Maximilien Pegasus. C'est lui, le créateur du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Et son histoire est tragique. La femme qu'il aimait depuis son enfance meurt après leur mariage. Il part alors en Égypte, cherchant dans l'occultisme un moyen de ramener sa bien-aimée à la vie. C'est comme ça qu'il découvrira les objets du Millénium, sacrifiant son œil dans d'horribles souffrances pour accéder à un nouveau plan de réalité. Il y verra alors sa femme, sans pouvoir l'atteindre. Et il découvrira surtout le jeu des ombres et les dieux égyptiens. Il prendra donc la meilleure décision possible, réanimer ce jeu mortel, dans une version moderne. Il devient alors un homme d'affaires impitoyable, concurrent de la Kaiba Corp, dont il souhaite voler les technologies. Les choses deviennent sérieuses quand il organise ce fameux grand tournoi sur son île, le royaume des duellistes. Il affrontera Kaiba, le battra et lui volera son âme ainsi que celle de son petit frère. Kaiba, compensé invincible, se fait démonter. Normal quand on combat celui qui a toutes les cartes, le créateur du jeu. D'autant plus que son œil du Millénium lui permet de lire dans l'esprit de son adversaire. Pratique dans un jeu de cartes. Commence alors un combat à mort dans le monde des ombres. Yugi contre Pegasus. Alors ok, le monde des toons était ridicule, mais souvenez-vous du Rolling Quist, de l'oublier aux mille yeux. Perso, ça me terrifiait plus jeune. Après sa défaite, Pegasus perdra beaucoup du charisme qu'il a construit. Déjà, il se fera voler son œil du Millénium par Bakura, et de facto, il sait qu'il n'arrivera plus jamais à son but, plus jamais il ne pourra revoir sa bien-aimée. Pegasus brisé ne fera quasiment plus aucune apparition dans la série. C'était pourtant un duelliste monstrueux. Kazutaka Yodo. Vous ne connaissez pas Keiji, et pourtant c'est une petite pépite underground qui a déjà masse de fans. L'histoire d'un addict au casino qui va tenter de racheter ses dettes en intégrant la scène clandestine des jeux d'argent. Un Yu-Gi-Oh! Mais où ça tourne mal. Dans Keiji, il y a plusieurs méchants. Le patron du casino, l'organisateur des paris, mais tous ne font qu'obéir à un homme au-dessus de tout, Yodo. Un homme riche et cruel, président d'une compagnie mafieuse contre laquelle se battra Keiji. Il représente un capitalisme poussé à l'extrême. Plus rien de conventionnel ne le divertit ou l'amuse. Il décide donc sur son temps libre de créer des jeux d'argent clandestins. Les participants y sont choisis car ils sont endettés et au bord du gouffre. Ils doivent donc parier leur liberté, voire leur vie pour s'en sortir. Keiji est l'un d'entre eux. Et face à Yodo, il ressortira avec une dette de plusieurs millions, 4 doigts en moins et une terrible envie de vengeance. Le plaisir ultime de Yodo, c'est de voir les gens souffrir. Il n'hésitera pas à brûler le visage de ses associés car ils ont perdu aux cartes, ou à casser la jambe d'un pauvre à terre en échange de quelques billets. L'argent, le pouvoir, l'ennui l'ont poussé à ne pouvoir jouir qu'ainsi. Il n'est pas un méchant grandiloquent, il est le mal bien réel.
Car Yodo n'est pas un personnage de fiction. Quelque part dans le monde, il en existe des gens riches qui ne peuvent plus acheter leur bonheur. Il y a d'autres antagonistes sous-cotés dont j'aurais aimé vous parler, mais ça m'aurait obligé de vous spoiler leur manga en entier. Joan Lindbert de Monster et Ryo de Devil May Cry Baby. Vous allez me dire, mais non, c'est pas sous-coté, c'est des personnages structurants de leur récit. Oui, c'est vrai, mais tout le monde n'a pas lu et vu ces chefs-d'œuvre. Allez-y s'il vous plaît d'ailleurs. Et surtout, tout le monde ne se rend pas compte à quel point ce sont deux ennemis bien construits, faisant appel à nos véritables parts d'ombre d'humains, avec de vrais morceaux de philosophie derrière. Je vous ai mis quelques articles sur eux en description. Je voulais aussi vous parler de Shu Tucker de Full Metal Alchemist. Il est pas charismatique, il est pas puissant, mais il a probablement commis le crime le plus choquant, le plus impardonnable que vous puissiez voir dans une série. Tout ça sous l'apparence d'un bon père de famille, la banalité du mal. J'ai aussi lu sur des forums qu'apparemment quelques autres personnages sont fabuleux, mais j'ai pas encore vu leur série. Shoji de Speedgrapher, Legato de Trigun, Toguro de Yu Yu Hakusho ou Kumagawa de Medaka Box. Je vous laisse compléter la liste. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quel est votre méchant favori dans les mangas et que pourtant personne ne semble en parler. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à nos futures vidéos manga et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, genre le Twitter de Trash. Hop hop hop, on s'abonne. Merci à Kélian, Lohan et Choc Burlesque de m'avoir aidé sur la vidéo. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao!